D'innombrables anacardiers chargés de fruits s'étendent à perte de vue, de part et d'autre de la voie. Partout, je ne vois que l'anacardier. De partout m'envahit la bonne odeur de ces baies mûres, charnues et juteuses, qui pendent sur les arbres par myriades. Il y en a de jaunes comme on peut en voir de rouges. Les anacardes qui ne sont pas encore parvenus à maturité sont moins remarquables dans le feuillage vert des arbres. D'abord hésitant, je pose mon sac de gari au bord du chemin pour aller me délecter de ce fruit aux saveurs exotiques. J'en mange sans concurrence, tout en gardant un œil sur mon gari. Il n'y a pas ici un chimdalou à qui je céderai quelque objet avant de mordre dans un fruit. Cette plantation m'offre de la nourriture à manger, du jus à boire et de la bonne litière pour me coucher. Je pourrais y prolonger ma pause si je n'avais pas peur des serpents. Ma peur du serpent remonte à mon enfance. Setonji et moi allions à la chasse aux rats géants. Ceux-ci se terraient dans des trous le jour et en sortaient la nuit. Des restes de noix de palme trahissaient leur présence aux endroits où ils se cachaient. Assurés que nous allions les y trouver, nous cherchions les sorties de secours qu'ils s'aménageaient toujours à proximité et les bouchions. C'était alors facile de les attraper en explorant en profondeur, de la main, les galeries contenant des noix de palme. Nos expéditions étaient toujours fructueuses jusqu'au jour où nous faillîmes y perdre la vie. Ce jour-là, la partie avait bien commencé, mais les galeries paraissaient désertées par leurs occupants. Pour nous ôter tout doute, nous dûmes enfumer le trou et nous nous tenions prêts à accueillir tout rat qui s'en échapperait. Un serpent grand et long en sortit comme s'il en avait été propulsé. On aurait dit qu'il volait. Sa queue me frappa à la joue, elle était froide. Je tombai aussitôt, sans parvenir à détacher de lui mes yeux arrondis par la peur. Je le vis atterrir et rebondir 2 fois de suite avant de disparaître dans la broussaille. Je restai longtemps à terre avant de reprendre mes esprits et de réaliser que Setonji n'était plus avec moi. Il m'avait abandonné dans sa fuite. Ce jour-là, je résolus de ne plus jamais le suivre pour quelque chasse que ce fût. Le souvenir de cette mésaventure m'a hanté pendant longtemps. Il m'est encore revenu dans l'anacarderaie et l'envie d'y rester m'est passée. J'en sors précipitamment, juste à temps pour prendre mon sac de gari avant que des bœufs que je vois arriver le piétinent. Je reste au bord du chemin et les regarde, je m'amuse à les compter. J'en suis à 43, mâles et femelles, quand un homme débouche de derrière le troupeau et passe devant moi en courant. Il se sert d'un bâton pour maintenir les bœufs sur le chemin ou les en écarter quand un motocycliste doit passer. Il est mince et grand. Ses cheveux bouclés et sa peau claire sont typiquement ceux d'un peul. Il a de longs bras sous la peau desquels ses veines, semblables à de longues et fines racines, sont nettement visibles. Il porte en bandoulière un long couteau, enfoncé dans un fourreau en cuir qui se soulève et retombe sur son grand boubou à chacune de ses enjambées. Je m'accroupis pour contempler ces bovins majestueux conduits par un homme d'élégante allure, malgré son apparence débraillée. Des hérons garde-bœufs se posent au milieu du troupeau. Ils vont à la suite des bovins comme s'ils étaient leurs ombres et les débarrassent de temps à autre des tiques qui leur collent à la peau en les piquant de leur bec pointu. En retournant se positionner derrière ces animaux, le bouvier me salue de la tête. Cet homme pourrait m'être utile, en cet endroit où je ne connais personne. Je lui fais carrément une révérence, conscient que mes prochaines heures dépendent de l'impression qu'il a de moi. Il sourit, ce qui gratte ma susceptibilité de gros complexé. J'avance vers lui, sans trop savoir si nous pourrons converser. Les Peulhs parlent généralement plusieurs langues qu'ils apprennent en transhumant d'une localité à une autre. Je lui parle en français. « Voulez-vous bien me dire dans combien de minutes je peux atteindre le village le plus proche ?»« Je savais que tu es un étranger, me répond-il, dans un fond presque parfait. C'est donc un Peul qui parle ma langue maternelle. Nous pouvons communiquer. J'apprends de lui qu'il y a un hameau éloigné du chemin sur lequel nous sommes et auquel on accède par des sentiers tortueux. Lorsque je cherche ensuite à savoir si c'est dans ce hameau-là qu'il vit, il m'explique, au bout d'un silence gênant, qu'il dort avec ses bêtes à l'endroit où la nuit les surprend.
Nous cheminons un instant ensemble avant qu'il m'apprenne qu'il habite un village appelé Akpaka, qu'il atteindra au bout d'une journée de marche. Je chemine avec le bouvier, résolu à le suivre, sans me soucier de la longue marche qui m'attend. Les bœufs n'avancent pas vite, c'est donc sans difficulté que je vais à leur rythme et à celui du peu lâche. Il me parle tout en s'adressant à son troupeau dans un langage que je ne comprends pas. Des sons brefs, monosyllabiques, semblables à des notes d'une musique dont il peut seul battre la mesure. Les bœufs lui obéissent. Ils ralentissent le pas, s'arrêtent ou se rangent d'un côté du chemin selon l'ordre qu'il leur a donné. Ce genre de communication m'enchante. Mais comment fais-tu? J'ai grandi avec la plupart de ces bœufs que tu vois. Je les comprends et ils me comprennent, me répond-il en souriant. Tu es un magicien, toi. Comment t'appelles-tu? Moi, je suis Enagnon. Je m'appelle Fousseini, mais tout le monde m'appelle Foulani. C'est comme cela qu'on appelle les Peuls, chez moi aussi, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Foulani est une autre façon de nommer les gens de mon ethnie. Cela signifie simplement Peul. Je suis intrigué par cet homme frêle, à l'aspect négligé, qui ne peut pas s'exprimer en français, mais auprès de qui j'ai manifestement tant à apprendre. Je sens entre nous deux une attraction positive. Je me dis qu'il y a sûrement pour les gros un Dieu qui me fait rencontrer les personnes dont j'ai besoin dans ma quête d'un ailleurs plus tolérant. Bien qu'il soit d'une minceur enviable, Fousseini ne m'a fait aucune remarque désobligeante sur ma morphologie. Il n'a pas cherché à savoir d'où je viens, ni ce que je fais sur ce chemin, sans être accompagné par un adulte. Il me laisse le suivre comme s'il m'avait toujours connu. Les minutes passent, et je me sens bien à marcher avec lui derrière son troupeau. Je suis si bien à mon aise que m'échappe cette question, si que je regrette aussitôt d'avoir posé. Personne n'est gros là où tu vis, tu n'aimes pas les personnes minces. Cette réplique de Fousseini me fait réaliser que je viens de commettre une maladresse. J'ai voulu exprimer ma crainte de paraître singulier dans un milieu où peu de personnes auraient mon physique remarquable. Mais Fousseini a perçu dans ma question une réflexion négative sur sa minceur. Je suis très gêné de passer à ses yeux pour quelqu'un qui juge selon les apparences. Je sais bien ce qu'une personne peut ressentir quand on la réduit à son apparence qui ne dépend pourtant pas d'elle. Je lui raconte mon histoire pour lever toute ambiguïté. Il sait désormais que je viens d'enterrer mon père, sans qui je suis une cible toute livrée au harcèlement de ceux qui se donnent le droit de dire qui a un corps normal et qui ne l'a pas. Il sait que j'ai fugué au lieu de retourner au pensionnat où je subissais des discriminations horribles. Fousseini a maintenant compris que je cherche asile auprès de lui parce que je sens que chez lui, je ne serai pas méprisé. Il m'autorise à rester avec lui, après m'avoir expliqué qu'il est un nomade qui passe pratiquement la moitié de sa vie dans des endroits inconfortables, mais où ses bêtes trouvent l'eau et l'herbe grasse nécessaires à leur survie. Le camp Peul, où il a grandi, et où il retourne toujours au bout d'une période de transhumance, se trouve justement dans le village d'Akpaka où nous allons. Fousseini me fait appréhender combien il serait éprouvant pour moi de le suivre partout où il ira. Nous parcourons environ 3 kilomètres. Je dois marcher encore pendant près d'une journée, mais je sens déjà des douleurs dans mes cuisses. Alors que je me soucie de savoir comment je vais pouvoir parvenir avec Fousseini jusqu'à son village, un motocycliste apparaît dans notre dos et klaxonne. Le Peulch se dépêche de lui libérer le passage en orientant ses bœufs sur un côté du chemin. L'homme parvient à avancer, non sans manifester son mécontentement une fois à notre hauteur. « Cette voie n'est pas aménagée pour le passage des bœufs, dit-il. Vont-ils s'envoler s'ils doivent aller d'un village à un autre ?» réplique Fousseini. Visiblement surpris par le sens de la répartie du Peul, l'homme secoue la tête et s'en va en soulevant un nuage de poussière derrière lui. Fousseini m'explique qu'il entend ce genre de réflexion chaque jour sur le chemin. C'est à croire qu'il nous revient, à nous autres Peuls, d'aménager et d'entretenir des couloirs de transhumance pour nos bœufs. Les gens ne veulent pas nous voir sur la voie publique. Les agriculteurs veulent nous savoir loin de leurs champs alors qu'ils cultivent partout ici. Où veulent-ils donc que nous restions? Par où faut-il mener nos troupeaux au pâturage? Je regarde Fousseini, incapable de lui répondre.
la cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs peuls entraîne souvent des préjudices pour les uns comme pour les autres. Les solutions que proposent les autorités paraissent inadéquates ou sont inefficacement mises en œuvre. Des couloirs de transhumance sont aménagés à certains endroits, mais l'eau et l'herbe grasse, à la recherche desquelles les éleveurs partent de chez eux, ne s'y trouvent toujours pas en quantité suffisante. Je comprends que Fousseni se fâche. Après cet incident, il s'emmure dans le silence. Les rayons du soleil ne sont plus ardents. Le crépuscule approche. À mesure que nous avançons, l'air est de plus en plus humide et la végétation plus verdoyante. Les anacardiers cèdent la place à de grands baobabs dont les feuillages se touchent au point de s'entremêler. Des moineaux s'envolent des arbres à l'approche des bœufs. Ils disparaissent sous un pont en bois où ils harmonisent leur chant au croassement des grenouilles. Nous marchons sur le pont sous lequel coule un ruisseau. J'aime les cours d'eau. J'ai généralement du mal à ne pas me lâcher quand j'en vois main. Je presse le pas, malgré ma douleur aux cuisses, pour distancer Fousseni et son troupeau de bœufs, puis je m'arrête un instant. Je regarde dans l'eau. Elle est claire et transparente. Je peux apercevoir de petits rochers qu'elle submerge et d'autres, plus grands, contre lesquels elle glisse en bruissant. Debout sur ce pont, je m'abandonne au charme et au son d'une nature apaisante et panoramique. Je reste figé à la contempler jusqu'au passage du dernier bœuf. Une centaine de mètres après le pont, les bovins déviennent de la voie principale et prennent un chemin plus étroit qui débouche sur une clairière couverte d'herbes plus ou moins haute. Celle-ci s'arrête au bord d'une étendue d'eau naturelle qui rejoint le ruisseau coulant sous le pont. On dirait un étang dont des nénuphars colonisent la surface. Les bœufs s'y dirigent spontanément pour s'abreuver. Ils maintiennent longtemps leur bouche dans l'eau qu'ils boivent en remuant, de temps à autre, leur queue pour chasser les mouches et moucherons qui se posent sur leur postérieur. C'est dans cette clairière au bord de l'eau que nous allons nous reposer au bout de mes premières heures de marche à Banté.